Vous écoutez le podcast Art à cœur. Donc on est déjà au 3e épisode, ça passe super vite. Et j'ai... Alors déjà, d'une chose l'une, l'autre fois j'ai parlé très très vite, donc désolée par avance à ceux qui nous ont écoutés et à toi. Et j'avais passé une nuit blanche en me retrouvant à sauver des œuvres en papier lors d'un dégât des eaux, donc j'étais un petit peu frénétique, on va dire, c'est le moins qu'on puisse dire même. Mais donc je vais être très attentive à essayer de parler plus doucement. Mais au-delà de l'excuse de la nuit blanche, oui, c'est vrai que je parle très vite. Donc c'est un super exercice et je vais faire de mon mieux cette fois-ci. Et moi, je vais parler de manière un peu plus formelle, comme ça, on fait toutes les deux un effort. On est sur la même page. Et c'est marrant parce que, donc Perrine, moi c'est Ségolène qui suis en train de parler. Pour ceux, comme nos voix, je pense que tout le monde n'est pas encore habitué, très clairement. Donc Perrine, tout à l'heure, là, juste avant qu'on enregistre, je suis tombée sur un article qui ne pouvait pas être plus frais, puisqu'il concerne des fouilles archéologiques qui ont commencé seulement il y a 2 jours, en Norvège, dans le comté de Nordland, c'est ça? Je sais pas comment on dit. Nordland. Puisque Perrine... Nordland, je sais pas comment on dit ça. Faut bien rouler les R et avoir l'air de rigoler. Voilà. Et oui, parce que pour ceux qui avaient écouté notre premier épisode, Perrine a grandi en Norvège, du coup, je voulais te raconter cette petite histoire très rapidement. Donc, article tout neuf de personnes qui étaient en train de faire des travaux dans leur maison. Une maison qui a été construite donc dans le côté de Nordland, en Norvège, par l'arrière-grand-père de ces personnes. Et lors des travaux, ils sont tombés sur des objets dans la terre, des fondations, et en fait, il se trouve que c'est une sépulture viking qui est sous leur maison. Wow. Donc l'arrière-grand-père a construit sa maison sur une sépulture viking, donc je trouve ça complètement délirant. Et en plus, déjà ça tombait vraiment à pic, parce que j'ai trouvé cet article il y a 2 heures. T'as grandi en Norvège, donc ça peut t'intéresser. Et ce sujet tombait parfaitement pour notre épisode du jour, puisqu'on va parler toutes les deux des trouvailles un peu inattendues qu'on peut faire dans les murs de nos maisons. Et comme le format du podcast, c'est qu'on se raconte chacune une histoire, chacune notre tour, cette fois c'est moi qui vais commencer. Et voilà l'histoire de l'objet dont je vais vous parler. Donc c'est très récent comme affaire, puisque ça date de seulement 2016-2017. En 2016, la Bibliothèque nationale d'Écosse reçoit un carton de whisky. Alors je trouve ça absolument parfait parce qu'on est quand même en Écosse. C'est courant. Donc des personnes, voilà, donc des personnes apportent un carton de whisky à la Bibliothèque nationale d'Écosse. C'était pas pour les féliciter de leur travail formidable, même si je pense qu'ils étaient pas là par hasard, mais c'est surtout car cette boîte en carton sert de boîte de transport à une très grosse boule de toile, un peu comme un gros tas de chiffon, qui ressemble à une genre de momie en boule, quoi. Et en fait, il s'agit d'une carte très ancienne, complètement roulée, voilà, dans une grosse boule. Elle est en très très mauvais état, puisque les cartes ne devraient pas être roulées en boule, a priori. Et surtout, elle est en très mauvais état parce qu'elle a été trouvée à l'intérieur d'une cheminée. Ah waouh. Ouais, mais du coup, ils l'ont pas pliée, ils ont juste mis en boule dans une boîte. Je comprends pas. Mais en fait, c'était... Mince, j'ai mal commencé mon histoire. En fait, il n'y a que l'histoire du carton de whisky qui m'intéresse dans cette histoire. Non, en fait, ce qu'on apporte à la Bibliothèque nationale d'Écosse, c'est une carte roulée en boule, donc ça fait une grosse boule de toile, qui est dans une boîte à carton de whisky. Pour l'instant, voilà. Et les personnes qui l'apportent... Pardon, je suis désolée. C'était juste, j'avais pas compris pourquoi il la pliait pas justement mais peut-être qu'elle était figée dans son. Tout à fait. Elle était en boule dans la cheminée. Mais t'as tout à fait raison, parce que si tu te poses la question, c'est que d'autres personnes qui écoutent se poseront la question. C'est peut-être moi qui ai mal commencé mon truc. Non, il y aura une photo de toute façon sur la vidéo. C'est vrai qu'on démarre toutes les deux à blanc sur nos histoires. On sait pas du tout de quoi l'une et l'autre va parler, ou alors très très peu d'infos. Mais voilà. Donc voilà, donc boîte en carton avec grosse carte en boule que les personnes ont trouvée dans une cheminée. Alors je parlerai ensuite du contexte de la découverte, mais déjà la restauratrice de la bibliothèque qui a pris en charge la toile raconte qu'en la déroulant, donc très doucement évidemment,
elle a fait face vraiment à un tas de confettis, tout juste maintenus par endroits grâce à la toile sur laquelle le papier était collé. Et qu'elle savait même pas si elle pourrait vraiment en tirer quelque chose, tellement c'était dégradé en fait. C'était vraiment, voilà, il faut imaginer que les souris en fait, et puis tout le temps, les insectes, ont déchiqueté cette carte en papier, et que ce qu'il en reste, voilà, c'est les petits morceaux qui tiennent encore à un doublage sur toile, comme c'est courant pour les toiles, pour les cartes. D'accord. Finalement, après 6 mois de travail, la carte est très fragmentaire, mais elle tient en un seul morceau grâce à la restauration. On l'a doublée, notamment sur un papier japonais, après de multiples autres étapes qui durent très très longtemps. Et la carte est donc exposée en un seul morceau dans la bibliothèque, même s'il en manque de grandes parties. C'est le projet d'ailleurs le plus ambitieux à ce jour de la restauratrice Claire Thompson, pour insister sur l'état complètement fragmentaire et dégradé de cette carte. Et ce que je trouve très beau dans cette histoire, au-delà du puzzle incroyable que la restauratrice a réussi à reconstituer, c'est la façon dont la carte est arrivée jusqu'à la bibliothèque, parce qu'en fait, les personnes qui l'ont prise en charge, sans être des spécialistes, voire même des passionnés d'art, ils en ont pris vraiment soin en se rendant compte qu'il y avait quelque chose, quoi. Qu'il fallait en prendre soin, alors que c'était une gros tas de chiffon au fond d'une cheminée. Ce qu'il s'est passé, c'est que avant d'être apportée à la bibliothèque en 2016, la carte s'est promenée dans plusieurs mains. En fait, elle a été trouvée en 1988, donc lors de travaux de rénovation d'une maison près d'Aberdeen. Aberdeen, c'est une ville portuaire qui est au nord-est de l'Écosse. Et c'est un électricien qui est en train de nettoyer la cheminée d'une maison ancienne, car il va passer des câbles, qui fait tomber en fait tous les gravats, les toiles d'araignée, les poussières, les bouts de trucs qui sont accrochés dans la cheminée, le suie, et tout tombe. Et en fait, il voit voilà une grosse boule de chiffon tomber en bas de la cheminée. Sauf que, comme on peut l'imaginer, quand t'es électricien, t'as plein de chantiers et tu peux pas prendre trop de temps sur chaque déchet que tu trouves. Donc voilà, il est allé un peu vite. Mais le soir, en finissant sa journée, en débarrassant les gravats pour la benne à ordures, il a quand même vu ce gros tas de chiffon, il s'est dit, c'est lui qui le dit ça, allez, sois pas flemmard, ça pourrait quand même être utile à quelqu'un. Et alors là, tu te dis, super, il a eu un éclair du génie, malgré certainement la fatigue du chantier. Et il a donc réuni la grosse boule dans un sac plastique, il a même pris le temps de ramasser les petits fragments de papier qui étaient partout, avec un pinceau de peintre, de chantier. Et voilà, il a tout rassemblé donc dans un sac plastique. Il dit qu'il y avait un nid de souris carrément dans la carte. Donc il y avait plein de déjections, de crottes, et puis du coup plein de petits confettis de papier. Mais voilà, donc il en a pris soin selon ce qu'il pouvait faire à ce moment-là. Ouais. Et comme il ne pouvait pas s'en occuper, il l'a donné à un des ouvriers qui travaillait avec lui. Et cet ouvrier va la conserver plusieurs années dans un grand pot de peinture vide. Et il la sortait de temps à autre pour la montrer à des amis. Voilà. Et c'est seulement en 2004, donc 16 ans plus tard, après la découverte, que cet ouvrier qui a un nouvel employeur apprend que le nouvel employeur aime beaucoup les cartes anciennes. Il lui fait juste cadeau de la carte. Et le nouvel employeur qui aime les cartes raconte qu'il l'a déroulée sur sa table de cuisine. Et quand il a vu qu'à l'endroit de l'Australie, il y avait écrit Hollandia Nova, donc la Nouvelle-Hollande, il s'est dit que ça doit être quand même très très vieux, je remballe. Finalement, donc il l'a remise dans sa boîte, il y touche plus, et il s'en est pas occupé pendant des années. Et c'est seulement 12 ans plus tard, en fait il l'avait même un peu oublié, c'est seulement 12 ans plus tard qu'il l'apporte à la Bibliothèque nationale d'Écosse. Tout ça, on le sait parce que c'est super, il y a un petit reportage qui a été fait sur YouTube, donc je mettrai des liens. Et pour ceux qui aiment l'Écosse, comme toi et moi par exemple, parce qu'on est un peu des grosses fans, je devrais pas dire ça, bon bref, pour ceux qui aiment l'Écosse... c'est ridicule, je recommence. Non, c'est pas grave, non, mais pour tous ceux qui aiment l'Écosse, comme... Ouais. D'accord. Donc pour tous ceux qui aiment l'Écosse, donc il y a cette petite vidéo et c'est quand même assez charmant. C'est vraiment des personnes du nord de l'Écosse avec un très bel accent écossais. Et voilà, ils roulent c'est vraiment très très sympa à écouter. J'aime bien. Ils disent, par exemple, pour dire qu'elle était en mauvais état, on dirait en anglais poor state, état pauvre. Et ils disent poor state et c'est super chantant et c'est très joli. Et j'ai vraiment apprécié de
de les écouter raconter cette histoire. Bon, donc 12 ans plus tard, il l'apporte à la Bibliothèque nationale d'Écosse. Évidemment, plusieurs questions se posent. D'où vient cette carte? Qu'est-ce qu'elle faisait rouler en boule dans une cheminée? Et pourquoi la Bibliothèque nationale d'Écosse a pris le temps de la conserver? Parce que ça pourrait être juste un bout de rien du tout. Donc, et en attendant donc, que la Bibliothèque nationale la restaure et se pose toutes ces questions de sa provenance, son origine historique, pour aider la Bibliothèque nationale, cet homme, qui avait la carte, a recontacté son ancien ouvrier, qui lui-même a recontacté à son tour l'électricien, pour essayer de retrouver la maison dans laquelle ils avaient récupéré la carte 28 ans plus tôt. Donc t'imagines, tous ces hommes qui ne se sont pas parlé depuis des années vont tous se prendre de passion pour le projet, et c'est ça qui est vraiment beau, quoi, c'est qu'ils ont tous senti l'importance de prendre part à cette histoire qui est l'histoire de l'Écosse finalement et leur histoire à eux aussi. Et donc ils vont mener l'enquête en parallèle donc de la restauration et des recherches que va faire la Bibliothèque nationale sur la carte. Donc je vais les laisser un petit peu de côté pendant qu'ils font leurs recherches, leur enquête en cherchant toutes les maisons où ils ont travaillé dans le passé. Et on va venir donc dans la Bibliothèque nationale pour voir ce qu'ils en disent. Il s'agit donc, en la déroulant, d'une carte du monde qui est imprimée sur 8 papiers qui sont collés sur toile. Donc on parle de papiers raboutés, c'est-à-dire que tu les superposes très légèrement les uns sur les autres. Et pourquoi on fait ça? Parce que pour des questions techniques, à cette époque, je donnerai la date de la carte plus tard, à cette époque et pendant longtemps, tu peux pas imprimer des très grandes surfaces. Donc tu imprimes plusieurs petites surfaces, ensuite tu les associes quand tu veux faire un grand format, ce qui est quand même rare. Et la seule occasion où tu fais des grands formats, franchement, c'est pour faire des cartes, souvent. Sinon, c'est des gravures de petits formats. Et l'ensemble, pour te donner les dimensions, mesure 2 mètres par 1 mètre 50. Donc c'est assez grand. Ouais. Voilà. Et donc, à quoi elle ressemble? Brièvement, tu as donc une grande map monde et tout autour des vignettes avec des représentations de monuments, notamment des églises, voilà, des bâtiments iconiques que l'on voit sur la carte du monde. Et il s'agit en fait d'un assemblage imprimé à Londres par George Widley, qui est un fabricant de cartes, qui reprenait les designs des cartographes connus pour les vendre. Et je dis reprenait avec des guillemets, parce qu'évidemment, c'était pas ses designs. Et donc, il faisait recopier des plaques de gravure d'autres cartographes. Et dans son imprimerie, il les associait, il faisait des mix, des assemblages pour plaire au goût de l'époque, pour transmettre un message particulier, etc. Voilà. Et ici, donc les vignettes des monuments tout autour de la map monde proviennent de plusieurs graveurs différents. Et la map monde en elle-même est une version qu'il a agrandie d'une carte connue de Gerard Valk. Et cette carte de Gerard Valk, on n'en connaît que 2 autres exemplaires dans le monde, donc de ce modèle de map monde. Ouais. Gerard Valk, qui est-il? C'est un marchand d'estampes et de plaques de gravure, spécialisé en cartes à jouer, cartes du ciel, map-monde et globe, à Amsterdam, au XVIIe siècle. Donc première date et lieu d'origine de la carte. Sauf que cette carte est en Écosse. Voilà. Et la maison de Gerard Valk est tellement réputée qu'il va même obtenir un monopole de fabrication de globes qui se vendront dans le monde entier et qui seront exportés, jusqu'au XVIIIe siècle. Donc il y a quasiment 2 siècles de monopole de vente de globes dans le monde entier, sachant qu'on est dans des siècles de recherche d'avancées scientifiques, d'éducation, de lettrés, de philosophes, et du coup ça a vraiment une forte importance, les cartes et les globes à cette époque. Donc il y a une forte demande, et voilà, lui c'est le meilleur sur ce domaine. Pourquoi c'est le meilleur? D'où vient sa réputation? Elle vient du fait que ces cartes sont scientifiquement correctes, donc c'est très important. Parce qu'avant, disons qu'il y avait un peu plus de fantaisie dans les cartes, avec des monstres marins, des pays imaginaires, t'allais ajouter des îles grecques qui n'existent que dans la mythologie, l'enfer. Ou des frontières pas très honnêtes aussi. Ouais. Sa réputation vient du fait que ces cartes sont scientifiquement correctes, et dans ce siècle de recherche scientifique, c'est ce qui fait qu'il va être très demandé, et que sa maison va fleurir. Et aussi, donc il faut savoir qu'en plus à cette époque, du coup les cartes sont un objet de très grande valeur,
car elle représente le progrès scientifique, mais aussi car il faut de très nombreux spécialistes qui vont intervenir dans leur élaboration. Tu as des géographes, des astronomes, des cartographes, des graveurs, des encreurs, des imprimeurs, des papetiers, et certainement plein d'autres métiers que je ne connais pas. Et en plus, donc ça fait déjà beaucoup de personnel à rémunérer, et en plus, tu dois créer un grand format. Donc ça veut dire le coût de grandes feuilles de papier, de très grandes plaques de gravure, sachant qu'on l'a vu, il y a 8 papiers, donc 8 plaques à graver, donc 8 gravures différentes. Voilà. Et enfin, il faut une surface large pour les exposer, parce que comme c'est un objet de luxe, tu le mets pas dans un tiroir, donc c'est un objet qui s'expose. Et c'est un objet qui s'adresse à une clientèle riche. Et on voit d'ailleurs souvent des cartes dans les tableaux de Vermeer pour resituer un peu cet objet et voir à quoi il aurait ressemblé en son temps, puisqu'évidemment, là, la carte dont elle parle, elle est toute jaunie, rabougrie, et on voit plus trop à quoi elle ressemblait. En plus, au-delà donc, de la réputation de Gerard Walk, les cartes ont une importance toute particulière dans la culture des Pays-Bas, puisque bien sûr, les Néerlandais, donc les Flamands hollandais, sont très connus pour être de grands explorateurs et des commerçants qui connaissent parfaitement les mers, qui vont jusqu'en Chine, jusqu'en Inde. Et donc leurs cartes s'inscrivent largement dans leur culture et leur représentation, la représentation du pays, du pouvoir et de la richesse acquérie par le commerce. Ouais. Donc très très important pour eux. Alors que fait cette carte originaire des Pays-Bas en Écosse ? On voit souvent le nord de l'Écosse un peu comme une région reculée, une idée qui a été très clairement véhiculée par les Anglais qui faisaient voir les Écossais et surtout les Écossais du Nord pour des sauvages. Mais en fait, pas du tout. C'est l'Écosse qui a des villes portuaires donc tout au long de la côte nord-est. C'est un véritable pont, cette région, avec le monde nordique. Et il y a un échange constant dans cette période. Dans cette partie, on a dit qu'on était près d'Aberdeen, là où la carte a été trouvée, donc nord-est. Et dans cette partie, il y a un échange constant de marins, de marchands, de soldats, d'étudiants qui viennent du nord de l'Europe, qui affluent de toutes parts. Et les Écossais marchandaient d'ailleurs avec plusieurs pays du monde, notamment l'Afrique. Et on peut donc comprendre très facilement pourquoi une œuvre flamande se retrouve en Écosse, surtout dans cette partie de l'Écosse. Bon, sachant qu'il y avait l'histoire de l'imprimeur de Londres, mais bon, il a pris le design, enfin voilà, il aurait connu le design comme ça de cette carte-là. Et donc il y avait une clientèle et une ouverture à l'échange de biens, de richesses culturelles. J'ai juste une question au sujet de donc les monuments qui sont montrés sur les petites vignettes. Est-ce que du coup c'est vraiment juste des monuments hollandais ou est-ce que tu vas en venir, tu vas en parler plus tard? J'en parle pas trop en détail, mais par contre je vais parler d'autre chose maintenant qui va donner un petit peu le ton de cette carte, justement qu'est-ce qu'elle montre, à qui elle s'adresse. En tout cas c'est des monuments, on va dire iconiques du monde entier, pas forcément écossais, anglais. Okay. Voilà, notamment des lieux de culte, voilà. Mais tu vas voir quand même qu'ils sont choisis par les cartographes, quoi, ou le message que tu veux revendiquer, puisque la carte est un objet politique. Et j'y viens. C'est qu'on parlait donc du réalisme, enfin je parlais du réalisme scientifique qui plaisait chez Walck, mais évidemment scientifique au XVIIe siècle ne veut pas dire scientifique comme au XXIe siècle. Dans la science de ce temps-là, t'as quand même, c'est un peu la course au pouvoir, c'est pour faire la fierté de ton pays, et tu t'attaches aussi à un réalisme politique. Donc il y a peut-être pas des petits monstres marins, mais tu vas quand même représenter des peuples qui t'intéressent. Et notamment, j'ai retenu ce détail sur la carte qui représente bien cette idée, c'est que l'Amérique du Sud, sur la map monde, représente les indigènes souffrants sous la conquête espagnole. Donc ils ne sont pas représentés, tu sais, comme un peuple innocent avec des jolis pagnes, des coiffes complètement anachroniques qui viendraient de Papouasie, qui n'auraient rien à voir, tu vois. Ouais. C'est réaliste, ils sont représentés en tant qu'indigènes, avec des guillemets, mais c'est le mot utilisé à l'époque, indigènes d'Amérique du Sud, ils sont réalistes physiquement, et on les représente bien, dominés malgré eux,
contre leur gré par la conquête espagnole. On en parlait dans le premier épisode. Les Flandres et les Pays-Bas ont très fortement souffert de l'Inquisition et de la domination espagnole eux-mêmes. Ouais. Donc en représentant comme ça les indigènes, avec des guillemets, d'Amérique du Sud, très clairement, Gerhard Walck revendique aussi une idée politique. Et à cette époque, toute l'Europe a une image très négative des Espagnols. On parle même de légende noire espagnole qui terrorise tout le monde. Donc cette carte est évidemment politisée malgré ses regards scientifiques. Donc il y a un prisme quand même, un regard vu par le prisme des Pays-Bas sur le reste du monde. Mais pas que le prisme des Pays-Bas. Et autre point qu'il faut absolument relever dans ce contexte de la découverte d'une carte des Pays-Bas en Écosse, c'est que cette carte montre un autre aspect de la situation politique des Pays-Bas en ce temps. Elle est spécialement destinée à faire le pont entre les Pays-Bas et l'Écosse. En effet, au centre de la carte, tu as un cartouche qui représente les portraits de William and Mary. C'est un surnom qu'on donne à un très grand couple de l'histoire du Royaume-Uni et des Pays-Bas, dont je vais parler dans un instant. Et la présence, et donc petit aparté, mais très important, avant de repartir sur William and Mary, c'est que la présence de ces portraits permet de dater la carte vers 1690, donc on a une date précise, et grâce à la présence de ces portraits, on peut émettre des hypothèses sur le pourquoi du comment cette carte s'est retrouvée dans une cheminée en Écosse. Et surtout dans une cheminée tout court, en fait, sachant que c'est un objet précieux, c'est un objet très précieux, et elle s'est retrouvée dans une cheminée. Donc voilà, ces portraits vont nous expliquer un peu pourquoi. Alors, qui sont William and Mary, et pourquoi est-ce qu'ils resserrent les liens entre les Pays-Bas et l'Écosse ? William III, que l'on connaît bien mieux en France sous le nom de Guillaume d'Orange. Alors, il y a eu plusieurs Guillaume d'Orange, mais c'est un des Guillaume d'Orange. C'est le stadhouder de la République des Provinces-Unies des Pays-Bas, puisqu'à cette époque, les Pays-Bas sont divisés en plein de régions qui ont des chefs, des rassemblements de leaders politiques. Et le stadhouder, c'est un des grands leaders nationaux, un des grands chefs nationaux. Et en Écosse, à la même époque, donc quand on dit Écosse, c'est Écosse, Irlande et Angleterre, c'est le roi James VII qui règne, et ce sera d'ailleurs le dernier roi roman catholique de la monarchie anglaise. Très important que ce soit le dernier roi roman catholique, parce que c'est la friction entre ces deux chefs qui va marquer le passage, bon, pour faire un gros raccourci, à la religion anglicane, catholique anglicane des Anglais. Et ce roi James VII est très impopulaire auprès du peuple et pose de nombreux problèmes religieusement, légalement et humainement. Les Écossais protestants fuient et s'exilent notamment aux Pays-Bas, où ils voient en William III un héros protestant, puisqu'il est de confession donc calviniste, et ils rêvent de le voir prendre la couronne d'Écosse et d'Angleterre. Pourquoi William III est légitime plus ou moins à cette couronne ? C'est parce qu'il est le neveu de James VII. Et non seulement c'est son neveu, donc ils partagent le même sang, mais en plus il épouse la fille, je crois, unique, enfin il n'a pas d'héritier mâle, James VII, et donc William III épouse la fille Mary, donc d'Angleterre, et d'Écosse et d'Irlande. Donc il est à la fois le gendre et le neveu du roi actuel d'Écosse, d'Irlande et d'Angleterre. Et William III va envahir l'Angleterre, prend la couronne, kick James VII qui doit s'exiler en France pour pas perdre trop en réputation, tu vois, il les laisse juste partir en France, il ne tue pas. Et c'est pour cette raison qu'on parle de William and Mary, c'est parce qu'en fait, il sera quasiment toujours représenté avec sa femme, qui est la fille de James VII, et qui renforce sa légitimité sur le trône, finalement. Elle a vraiment le sang direct du roi d'Angleterre. Donc, c'est pour ça le surnom du couple. Et en fait, une fois au pouvoir, William III va pas du tout montrer de considération pour les protestants d'Écosse. Ça va être la grosse désillusion. Ses sympathisants vont se retourner contre lui. Ils vont même lui reprocher le massacre de Glencoe. Enfin, voilà. Il va devenir très impopulaire. Et c'est comme ça qu'on pourrait expliquer, en résumé, pourquoi une carte qui représente William and Mary se serait retrouvée cachée en boule au fond d'une cheminée,
sans trop de considération pour la valeur de la carte en plus, soit par dégoût pour... Alors il y en a qui disent c'est soit parce que du coup c'était devenu une carte un peu sans valeur, mais ça je trouve ça un peu bizarre quand même. Ça reste une carte gravée par un maître, bon. Quand bien même c'est quelque chose de polémique, normalement tu la roules pas en boule. Donc il y en a qui disent que c'est juste qu'elle avait plus d'intérêt et qu'elle a servi à bloquer un courant d'air dans la cheminée. Ou alors c'est tout simplement parce que vaut mieux abîmer ta carte et la retrouver abîmée plus tard, mais pas te faire prendre par des catholiques plus tard, puisque ensuite l'histoire de l'Écosse va changer de nombreuses fois, notamment avec Bonnie Prince Charlie, qui est un roi catholique, que les jacobites vont essayer de réhabiliter. Et donc c'est quelques années après William and Mary, mais Bonnie Prince Charlie, qui est donc ce prince qui a grandi en France, qui est catholique et que les Écossais catholiques, cette fois, espèrent réhabiliter sur le trône, eh bien, ce Bonnie Prince Charlie va marcher à Aberdeen quand il mène les révolutions jacobites en 1745. Donc, Aberdeen, juste à côté de là où a été trouvée la carte, il y a donc une possibilité que lui, étant hébergé dans un château de la région, ou que ces hommes étant hébergés dans la région voient la carte et que ceux qui la possèdent passent un sale moment. Et donc on revient à... on revient à nos 3 ouvriers qui menaient l'enquête. Et alors, excellent timing, parce que 8 mois après que la carte ait été déposée à la bibliothèque, elle est finalement restaurée, et à peu près en même temps, les ouvriers ont trouvé la maison. Après 8 mois de recherche intensive, il s'agit d'un lieu-dit, donc un lieu-dit, une petite maison cossue, mais voilà, une petite maison, on va dire, je sais pas comment dire ça, fermière, quoi, qui participe aux terres d'un laird, et pas lord en Écosse, et il est situé donc juste à côté d'Aberdeen. Évidemment, c'est une jolie petite maison, mais ses habitants n'auraient jamais eu les moyens d'acheter un objet de cette valeur. Donc, la Bibliothèque nationale a contacté les châteaux voisins qui auraient pu être liés. Et ceux qu'on garde avec le plus d'intérêt, ce serait soit le château de Cluny, qui était connu, donc qui est vraiment à vol d'oiseau, même pas à vol d'oiseau, à quelques mètres de la maison, qui était connu pour commercer avec les pays étrangers. Il y avait beaucoup de belles pièces du monde entier, déjà à cette époque-là. Donc ça pourrait être ce château qui du coup, étant un château, aurait été réquisitionné par les troupes de Bonnie Prince Charlie, et ils auraient envoyé la carte dans la maison de leurs gens pour qu'ils la cachent pour eux, c'est possible. Ou alors, ça pourrait faire partie d'un autre château, parce que historiquement, cette maison a fait partie des terres du château Fraser, qui est pas loin d'Aberdeen. Et gros clin d'œil aux fans de la série Outlander, puisque Fraser, c'est le nom du héros de la série Outlander, James Fraser, même s'il n'a rien à voir avec le château Fraser, mais ouais, je trouvais ça sympa, c'est des villes qu'on retrouve dans cette série. Voilà donc un peu pour l'origine de cette carte. On ne sait pas exactement d'où elle vient et pourquoi elle a été cachée, mais quand même, voilà, on a des théories solides. Et voilà, c'est fini pour mon histoire en fait. Ah, mais attends, je me suis surprise toute seule. J'étais pas du tout en train de préparer la chute. Je peux te dire des petits mots sur un petit peu la restauration et les questions d'appartenance quand même. C'est que la restauration, du coup, donc très très longue, pendant 6 ou 8 mois. La carte a été exposée dans la Bibliothèque nationale. Elle a été prêtée au château de Cluny, donc juste à côté de la maison où la carte a été trouvée. Et donc c'est vrai qu'il y a vraiment eu un gros travail sur cette carte, puisque donc beaucoup de petits confettis de papier à rassembler. Tu peux pas toujours retrouver d'où vient telle partie de la carte, parce qu'en fait il y a des grands vides sur cette carte où vraiment il n'y a plus rien du tout. Et puis tu as toute la partie basse et je crois la partie droite où tu as un peu plus une continuité du motif. Mais voilà, elle est quand même très fragmentaire. Donc la restauratrice a dans un premier temps déroulé la carte soigneusement, pris le temps de tout dépoussiérer, sachant qu'il y avait tout dedans, les crottes de souris, des germes de blé, il y en avait partout. Et du coup il fallait vraiment trier les petits morceaux.
Et comme dans un champ de fouilles archéologique, tu dois surtout pas déplacer un petit bout de papier de là où tu le trouves, parce que potentiellement, tu peux l'écarter très loin de là dont il vient peut-être, ou en tout cas de la zone approximative d'où il vient. Donc c'est comme un puzzle avec des couleurs, quoi. Tu peux pas mettre les pièces orange du côté des morses de la zone verte, ça n'a pas de sens. Sauf que là, c'est une carte, c'est pas une carte colorée. Ouais, donc tout est couleur papier, quoi. Voilà, couleur papier sale, sachant que tu dois commencer par tout dépoussiérer, donc t'es dans une carte qui est plus du tout blanche, elle est marronasse, sale, et que tu vois pas grand chose, tu vois même pas très bien les lignes, donc beaucoup de travail déjà préliminaire. Puis une fois que tout est dépoussiéré, puisqu'on ne peut pas intervenir en restauration avec des colles, etc., sur de la poussière, sinon on fixe éternellement la crasse dans le papier. Donc une fois que c'est dépoussiéré au maximum, elle a humidifié tous les éléments en chambre humide, ce qui fait que tous les petits morceaux recroquevillés se détendent et reprennent un petit peu de planéité. Et te permettre, grâce aux morceaux un petit peu plus humides, de les manipuler plus délicatement, bien sûr en ayant les bons gestes, mais c'est un petit peu plus sûr, puisque le papier est un peu moins cassant une fois qu'il est réhydraté. Et du coup, tu peux un petit peu plus repositionner les pièces encore. Et ensuite, elle a fait ce qu'on appelle un facing, que vous faites aussi en restauration peinture, puisque je le rappelle, moi je suis restauratrice papier et Perrine peinture. Et le facing consiste à placer un papier très très fin à la face d'une surface, ici du papier, pour capturer tous les petits fragments ou toutes les écailles sur ce papier et essayer de les laisser en place. Sinon, le moindre mouvement, il s'envole et tu perds ton puzzle. Et donc, tu maintiens tout sur ce facing. Ça te permet de procéder à un doublage pour raccourcir les étapes. Le doublage, c'est donc remettre un papier qui va servir de nouveau support, de nouvelles structures, aux petits papiers qui n'ont plus du tout de support ni de structure. Et en fait, elle tend donc des grands papiers japonais qu'elle va tendre, que tu en colles avec une colle neutre, réversible, qui est homologuée pour la restauration et pour que ton objet ne vieillisse pas, ne soit pas dégradé par ta restauration. Et elle colle tous ces petits bouts de papier grâce au facing. Je ne sais pas si j'arrive à décrire à l'oral. Je mettrai le lien vers le documentaire, comme ça, ce que je décris, parce qu'il n'y a pas de description dans le documentaire, il n'y a que les images. Donc comme ça, si ça t'intéresse, si ça intéresse ceux qui écoutent, voilà, vous pourrez associer les quelques explications que je donne maintenant à l'oral aux images que l'on voit, parce que c'est plus parlant aussi, les images. Voilà, donc elle recolle tous les petits morceaux, et ensuite on peut enlever le facing, et les petits morceaux de papier sont collés sur leur papier de doublage. On laisse sécher, et plus ou moins, on a le résultat final à ce moment-là. Plus ou moins. Voilà. J'ai une question à niveau ouais. de la toile. Ils ont gardé la toile? C'était une toile d'origine ou est-ce que... La toile était absolument d'origine, puisque, donc comme je le disais tout à l'heure, les gravures de très grand format, alors tout est relatif sur ce que c'est qu'une gravure de grand format, mais entre guillemets n'existait pas. Donc pour des très très grands formats, il fallait rabouter plusieurs gravures, plusieurs papiers. Et pour renforcer tous ces papiers collés ensemble, pour être sûr qu'ils ne se détachent pas et qu'ils ne soient pas perdus, on doublait toujours de toile. La toile a une autre fonction, au-delà de les aider à tenir tous ensemble, c'est aussi de pouvoir rouler le papier sans trop l'abîmer. Donc, typiquement, on est dans un cadre d'objets de luxe, culturel, éducatif, riche, qui montre le pouvoir d'un pays. C'est des objets qui vont voyager, traverser les mers. Donc voilà, même si ensuite, en tant qu'objet de luxe, ils sont exposés et ils sont plus roulés normalement, il y a un moment où il faut pouvoir les manipuler, les transporter, et la toile permet de les protéger, puisqu'une fois que c'est roulé, l'extérieur, c'est que de la toile, le papier est dedans. Voilà. Et donc, dans cette intervention, c'est pas expliqué s'ils ont gardé la toile. À mon avis, non, parce que pour avoir travaillé sur des marouflages de papier sur toile, en vrai, d'un point de vue physique, il n'est pas recommandé de maroufler un papier sur toile. Alors, je dis il n'est pas recommandé, ça dépend de l'objet. Quand on est sur des formats massifs, ce qui contredit un peu ce que je vais dire, mais ça arrive pour certains papiers, pour certains formats de doubler encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que d'un point de vue physique, c'est pas idéal
parce que la toile est composée de tissages verticaux et horizontaux, alors que le papier est composé de fibres qui se superposent les unes aux autres sans véritable sens. Il y a un sens au papier, mais il n'est pas aussi fort que le sens de la toile. Et le risque en collant du papier sur de la toile, c'est qu'en fait, tu vas donner au papier les tensions de ta toile qui sont très fortes. Et ça risque de faire craquer le papier. Donc, c'est pas expliqué dans la vidéo, mais ce que je vois et ce que je devine, c'est qu'ils ont tendu le papier sur un carton de conservation. D'accord. Tu colles pas le papier en plein. Il est déjà doublé, donc finalement, il a plus trop besoin de la toile. Il a un papier plus fort derrière qui le soutient. Et ce grand papier de soutien, sur lequel sont les petits fragments, va être tendu sur un carton, mais sans coller l'ensemble. Puisque c'est des questions de restauration, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, si tu recolles tout en plein, disons que si jamais un jour il faut changer le montage pour X raisons, c'est trop dangereux, tu risques d'abîmer tous les petits morceaux, le carton c'est très très long à décoller, donc voilà. Donc ce serait le papier qui fait office de toile maintenant et qui est tendu sur un carton. Voilà. Et la toile, j'imagine qu'elle est conservée soigneusement dans une boîte qui dit trouver sur la carte de la cheminée, etc. Voilà. Et elle était très abîmée, la toile, en plus. Ouais. Elle avait plus de structure, elle était toute trouée, effilochée. Et est-ce qu'ils ont fait des analyses sur la toile ou pas? Je sais pas du tout. Oui, en tant que restauratrice peinture, je sais qu'on a envie de savoir, mais pour une fois, c'est un reportage qui a vraiment mis l'attention sur les restaurateurs papier, ce qui n'est pas si courant. Et du coup, ils n'ont pas du tout parlé de la toile, mais c'est vrai que ça manque un petit peu. Après, c'est un reportage qui a été fait en partenariat avec la Bibliothèque nationale, mais c'est pas un reportage, comment on dit, institutionnel. Ouais, c'est un reportage, je dirais pas amateur, je sais plus qui l'a fait, mais je pense que c'est une journaliste ou quelqu'un qui aime beaucoup les vidéos. J'ai un peu regardé sa chaîne et je me suis pas attardée parce que elle a certainement des choses très intéressantes, mais c'était plutôt des vidéos sur des concerts écossais, de folk écossaise. Je pense que c'est plutôt une personne locale. T'as une communauté très soudée en Écosse. C'est certainement un peu un reste d'ailleurs de leur histoire. Il y a beaucoup de solidarité, d'entraide. Et ça m'étonnerait pas que ce soit juste une passionnée qui ait dit allez, je mets mes talents à votre service et on fait un petit reportage. Mais voilà, elle a choisi un petit peu. Mais c'est sympa. Et du coup, t'as ces ouvriers qui commentent et c'est un super reportage à regarder. C'est tout en anglais, faut parler anglais, mais c'est rien que pour l'accent, c'est très amusant. Il y a les sous-titres? Je suis pas en anglais. Ouais, en anglais. Mais rien que pour les images de la restauration, voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est sympa. Voilà. Ok, merci. Attends, il faut que je bouge un peu ma bouche. Alors moi, c'est assez différent, mais ça se complémente bien, je trouve, parce que c'est deux mondes. Toi, tu parles de justement ces villageois écossais qui se tiennent les coudes, et moi, je parle plutôt de voilà des gens qui travaillent dans le luxe, etc. Mais c'est quand même voilà des good news. Voilà, c'est des nouvelles ou des petits articles qui font plaisir et c'est justement les gens qui se dévouent pour l'art et ça fait plaisir. Voici pour tous ceux qui, comme moi, ont lu le titre Trésor caché derrière un mur dans une boutique Oscar de la Renta et qui n'ont pas eu le temps d'étudier l'affaire de plus près. Parce que du coup, moi, pour cet épisode, j'ai pu lire les articles, j'ai pu faire un tout petit peu de recherche, pas énormément, mais voilà, c'est juste, c'était super intéressant de pouvoir lire de cette histoire et de découvrir d'un peu plus près ce que les gens disent et découvrir en fait ce que le PDG de Oscar de la Renta a fait pour ce tableau. Oscar de la Renta est un styliste de mode qui a créé sa maison de couture à New York en 1965. Donc, il est né en République dominicaine et il va vraiment travailler pour construire sa carrière et va faire des partenariats où il va travailler pour des marques telles que Balenciaga, Lanvin et Balmain. Donc, c'est quand même voilà une très belle carrière et il a réussi à faire son nom dans le monde de la mode et aujourd'hui c'est une des marques les plus célébrées et les plus chères parmi les marques de mode de luxe. Voilà. Donc Oscar de la Renta décède en 2014
Et Monsieur Alex Bolen est aujourd'hui le directeur général de la boîte. Et il faut retenir un peu ce nom parce que c'est lui qui va s'occuper de cette trouvaille. Bolen. Bolen. Alors, en 2018, il est prévu qu'une nouvelle boutique Oscar de la Renta ouvre 4 rue de Marignan à Paris. Donc juste pour ceux qui n'ont pas le plan de Paris imprimé dans leur rétine, c'est entre l'avenue Montaigne et l'avenue des Champs-Élysées, dans le 8e arrondissement, pas loin du Grand Palais. Voilà, quartier très chic. Donc ils avaient planifié de faire des travaux extensifs pour agrandir la boutique. Il était prévu de l'étendre jusqu'au 2e étage et entre autres supprimer certaines parois pour agrandir l'espace. Donc voilà, casser des murs, tout ce qui s'ensuit. Dans un hôtel particulier ou qu'est-ce que c'est comme bâtiment? Non, justement, j'y viens. Parce que bien que la boutique soit située dans un quartier plutôt huppé, ce n'était pas vraiment dans ce contexte que les ouvriers s'imaginaient trouver une œuvre historique cachée derrière un mur, parce que justement les locaux étaient anciennement des bureaux de courtiers d'assurance, et on parle vraiment ambiance cliché bien glauque, faux plafond, lumière fluorescente, panneaux en bois agglomérés, moquette industrielle, voilà. Vraiment. Et du coup, c'est vraiment très une charmant grande. pour la mode. Ouais, pas du tout. Oh, j'aimerais pas travailler là-dedans. On devrait pas dire ça. Quoi? Non, non, bah écoute, chacun son truc. Hein. Il y a plein de gens qui sont très heureux. Et puis peut-être que, ouais, mais peut-être qu'ils vivent pour autre chose aussi. Voilà. Bien sûr. Ils ont des loisirs en dehors du bureau et ça fait que. C'est sûr qu'on fait des métiers où on passe un peu toute notre vie au bureau. Du Oui, coup, vaut mieux avoir des lumières du jour, etc. voilà. Durant les travaux, un ouvrier dit qu'il y a quelque chose d'étrange derrière l'isolation du faux plafond. Donc effectivement, il se trouve que le plafond d'origine est en bois et décoré en caisson, avec une rosace centrale, voilà, très jolie, très opulent. Et le tout date d'à peu près mi-19e siècle, en ayant été parfaitement préservé derrière ces nouvelles structures. Donc vous vous demandez peut-être maintenant, voilà, je pensais qu'il s'agissait d'un tableau. Et puis en fait, trouver un plafond décoré, c'est pas vraiment sans précédent lors de travaux d'anciens bâtiments. Alors en effet, c'est surtout lorsque les ouvriers commencent à travailler sur les murs au fond de la pièce que les découvertes deviennent vraiment improbables. Parce que là, juste derrière le mur, il y a un tableau, un très grand format recouvrant toute la surface, donc de bout à bout. Une paroi avait été construite juste devant la toile, elle-même marouflée au mur d'origine. Donc on en avait parlé auparavant, mais marouflée, ça veut dire que la toile est directement collée au mur. Donc l'œuvre est collée sur un support rigide avec juste une gaze intermédiaire, presque comme du papier peint. Ils arrivent à déterminer que le tableau fait 3 mètres de hauteur sur 6 mètres de largeur. Donc c'est énorme. Et là, j'ai bien rigolé parce que j'étais en train de lire un article du New York Times là-dessus. Et bien sûr, à l'américaine, il cite la décoratrice qui dit Everyone freaked out. Tout le monde est devenu dingue et tout le monde a flippé. En gros, en français, ce serait j'hallucine. Voilà, exactement. Ça fait très le diable s'habille en Prada. Voilà, c'est ça. Ça permet de bien visualiser le scénario. Alors, heureusement, ils ont décidé d'arrêter temporairement les travaux pour vraiment se concentrer sur ce tableau et décider d'un nouveau plan d'attaque. Il a fallu comprendre quelle démarche à faire et qu'est-ce que représentait le tableau et pourquoi il était là, est-ce que c'était important. Enfin, voilà, il se pose plein de questions et c'est sympa parce que. Pardon, ça doit pas être le même coût pour les travaux aussi, parce que déjà tu prends du retard sur le chantier. Enfin, j'imagine qu'il y a. Ouais, d'accord, ok, je dis rien. Mais tout à fait. Enfin, c'est vrai que. Mais en même temps, tu vois, tu es un peu dans le monde de l'art. Et même si c'est la mode, voilà, c'est un peu différent le luxe, mais je pense que c'est aussi comme on est dans un domaine où les gens sont touchés par la création, ils vont vraiment voilà
en prendre soin et vraiment prendre ce temps d'arrêt parce que en gros, ils auraient pu tout le bulldozer et puis rien dire à personne. Peut-être pas le détruire, et encore malheureusement ça arrive, mais très souvent ce qu'on voit, c'est que bah tu vois là il y a l'anecdote du c'est l'électricien qui a dit allez sois pas flemmard avec ta carte, ramasse-la. Et c'est vrai que oui, quand t'es un ouvrier, t'es quand même en général pas payé forcément. Enfin, ça dépend qui. Et puis j'imagine que là c'est quand même bâtiment du luxe, donc c'est pas une petite entreprise. Mais voilà, t'es quand même payé à l'heure, t'as pas que ça à faire de prendre le temps. Et on a souvent ce problème avec les fouilles archéologiques où il y a des choses qui sont recouvertes parce que sinon ça veut dire arrêter tous les travaux, intervention de l'État, enfin c'est cauchemar. Voilà. Donc ici, pardon, je reprends. J'avais un peu perdu le fil et voilà, j'ai retrouvé. Donc on parlait de nouvelles de marche à faire et d'un nouveau plan d'attaque. Donc ici, le rôle du du directeur général, Alex Bollen, va devenir important parce que il est bien sûr contacté tout de suite et lui habite à New York et ce chantier se passe à Paris. Donc il décide de prendre un vol pour Paris pour voir lui-même de quoi il s'agit et il décide ensuite de contacter le propriétaire. Cette boutique ou ces locaux sont loués. Donc forcément, il y a quelqu'un à qui l'œuvre appartient vraiment. Ouais, d'accord. Et il contacte le propriétaire et il fait également venir un historien d'art, Stéphane Pinta, du cabinet Turquin. Donc Stéphane Pinta, c'est anciennement un restaurateur qui s'est orienté ensuite vers l'expertise. Et le cabinet Turquin, c'est carrément un centre de recherche qui est au service de plus de 300 maisons de vente à Paris, mais aussi dans le reste du monde. Donc c'est voilà, c'est leur verdict est assez à du poids, quoi. Ouais. Alors, il est déterminé que le tableau est une huile sur toile qui représente Charles-Marie François Ollier, marquis de Nointel et d'Angévilliers, et ambassadeur de France à Constantinople sous Louis XIV. Voilà, donc c'est Qu'est-ce qu'il fait derrière un mur? voilà. Non mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui vraiment pesait dans la société à ce moment-là. Donc, et il est quand même lié voilà, à la cour française de l'époque. Selon les recherches, le marquis avait commandé 4 grands tableaux sur ses épopées au Moyen-Orient entre 1670 et 1680. Donc, en fait, Monsieur Pinta a retracé l'œuvre grâce à un ouvrage intitulé, alors accroche-toi bien, Odyssée d'un ambassadeur, le voyage du marquis de Nointel, 1677-1680. Voilà, donc c'était vraiment apparemment l'expédition ordonnée par le roi et Validé en par plus, la royauté. Là. oui, validée par la royauté, mais en plus sans aucune modestie de la part du marquis qui fait écrire cette. Ça me rappelle l'épisode 2 où on authentifiait 2 œuvres de Léonard de Vinci potentielles et où il y a cette histoire de la Sforzade du type de ce mec de la famille Sforza milanaise très puissante qui fait écrire tout un poème épique sur ses gloires et Ouais, tout à fait. Et en plus, c'était pour un peu de l'espionnage gentil, quoi. oui d'accord oui ouais C'est quand même une mission importante. Donc, cet ouvrage raconte les voyages du marquis de Nantel et une estampe apparaît dans le livre représentant le marquis arrivant à Jérusalem en grande pompe, accompagné de sa cavalerie lors d'une tournée du Moyen-Orient effectuée en 1673. Donc, voilà, ils arrivent, j'adore quand ça arrive, ça, ce genre de choses, quand tu fais des recherches historiques et en fait tu trouves un livre où il y a exactement le même tableau, où il y a une gravure, etc. oui il y avait des gravures bien sûr puisque c'était un événement politique donc j'imagine que ça a été diffusé partout ouais. D'accord donc on a que cette trace là tu vas peut-être le dire mais on a que cette trace là du tableau auparavant a priori des gravures dans des livres. Oui, plus ou moins. Ben, en fait, parce que le marquis, c'est après, enfin, on sait qu'il s'est entouré d'artistes
Je pense que ils ont pas dit ça. Enfin, j'ai pas réussi à trouver plus d'informations sur vraiment sur l'historique. Après, j'aurais pu me pencher un peu plus sur le marquis lui-même, mais je sais pas s'il y avait vraiment des armoiries sur le tableau ou s'il y avait quelque chose qui indiquait que c'était lui. Mais en tout cas, voilà, c'est cet ouvrage et cette gravure dans l'ouvrage qui est vraiment similaire au tableau permet de, voilà, vraiment être D'authentifier pratique, plus. voilà, tout à fait positif que il s'agit de cette personne-ci. Revenons au marquis. Après ce séjour à Constantinople, il remporte l'ensemble de ses collections en France et certaines œuvres font partie des collections aujourd'hui du Louvre. Donc voilà, si vous voyez collection du marquis de Mantel, vous saurez d'où ça vient. Il a vécu assez longtemps là-bas pour amasser des richesses, c'est ça? Qu'il a rapatrié. Oui, comment dire, il a fait plusieurs voyages pendant qu'il était ambassadeur au Moyen-Orient, donc à Constantinople. Et il me semble que voilà, ça a été commandé pour décorer son logement à Constantinople. Bon, donc ça, son hôtel particulier, voilà, devait être très décoré. Oui, d'accord. Il devait transporter tout son bazar partout où il allait. C'est ça. Et en plus, voilà, tu verras sur le tableau, il est vraiment accompagné d'une toute une escorte de voilà. Et je pense que c'était assez conséquent tout ce qu'il a collectionné pendant ses voyages. Je pense que aussi c'était un peu sa mission voilà de collectionner des curiosités. Tout ça, c'était pour éduquer, pour informer la cour de ce qui se passe au Moyen-Orient, les nouvelles découvertes, etc. Donc, il remporte toute cette collection en France. Parmi les 4 tableaux, malheureusement, seulement 2 persistent. Et un est actuellement conservé au musée d'Athènes, et celui qu'on vient de découvrir, euh, c'est le deuxième. Et donc c'est vraiment exceptionnel parce que on vient de découvrir quelque chose qui avait un pendant qui avait fait partie d'une série. En faisant les travaux, ils ont dû devenir complètement, comment dire, je sais pas, enthousiastes à l'idée que sous les autres murs, il y aurait peut-être les Oui, 3 autres. c'est ça. Je sais pas. C'est ça, mais du coup, maintenant, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent, en fait. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont cachées, mais Dans Paris. Ouais. peut-être pas dans D'accord. l'appartement, parce que je pense qu'ils ont Non. tout apprivoisé, mais... Ils ont sondé le mur avant de tout retirer ou ils ont retiré pour découvrir? Non, ils ont retiré pour découvrir. Alors, en fait, d'abord, ils ont enlevé le faux plafond et ils ont vu qu'il y avait voilà des décorations derrière, donc je pense qu'ils ont fait un peu plus attention par la suite. Et Ouais. après, le mur, alors c'était pas très clair, mais je pense que le mur qui était devant le tableau était assez fin, donc soit c'était des panneaux, c'était une paroi, c'était pas vraiment un mur en briques. Hmm. Donc je pense que c'était pas très compliqué de l'enlever et voilà, ils ont tout de suite vu comme ça recouvre tout le mur, ils ont tout de suite vu qu'il y avait quelque chose derrière. Ça, c'est tout ce qu'on sait vraiment concrètement sur le tableau. Et après, c'est difficile de savoir comment le tableau s'est retrouvé derrière ce mur, marouflé comme ça contre dans cette pièce, et puis pourquoi il a été recouvert, parce que c'est une œuvre conséquente, c'est un signe de richesse. Enfin voilà. Ouais. Ouais. Donc, selon Guy Mayer, un autre chercheur et historien d'art, l'appartement rue de Marignan aurait appartenu à un banquier au nom de Musselman, Monsieur Muscle. autour de 1850. Euh, donc, ouais, 1850, l'appartement appartient à un banquier au nom de Musselman. Et voilà, il paraît que sa famille, voilà, a été un peu des mécènes, s'intéressait un peu à l'art. C'était une famille importante à cette époque. Donc, une des hypothèses, c'est que c'est lui qui aurait installé le tableau dans son salon et le tableau aurait été couvert plus tardivement. Peut-être qu'il a décidé de redécorer son intérieur et carrément a décidé de juste mettre une paroi par-dessus. Ou est-ce qu'il voulait le cacher? Personne ne sait. Certains supposent aussi qu'il ait été recouvert durant la Seconde Guerre mondiale. Ouais, pour éviter les saisies nazies, c'est ça? Ouais, c'est ça, protéger des Pour nazis éviter et vraiment, ils se sont dit qu'ils reviendraient peut-être dans leur appartement, je sais pas, Hmm. c'est possible. Oui, je comprends. Pour l'attribution,
le tableau serait probablement peint par Arnaud de Vuez, donc un artiste flamand, ayant travaillé pour la cour du roi Louis XIV, aux côtés de Charles Lebrun, donc nom important dans la peinture. Le peintre du roi, il est lié à tous ces grands noms de la cour, des artistes très importants de l'époque. Et alors, soi-disant, Vuez a dû fuir la France car il était réputé pour s'impliquer dans des duels d'honneur. Et puis, il s'est retrouvé à Constantinople, comme par hasard, et peut-être il a peint ses tableaux. Mais par contre, il y a un autre artiste possible, un dessinateur surtout. Il peignait aussi, mais c'est moins courant de trouver ses tableaux. Il en reste plus que un. Donc, cette deuxième artiste s'appelle Jacques Carré, comme Jim Carrey. Et et il était assigné, donc très chargé de suivre le marquis pendant ses voyages et dessiner tout ce qu'il voyait pour ensuite voilà, informer la cour de ce qu'il a vu et de ses découvertes. Et C'est comme un greffier, quoi. Et c'était tout un métier à l'époque. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que il a dessiné le Parthénon, plusieurs dessins très détaillé avant qu'il explose, parce que le Parthénon après a été explosé lors d'une guerre à Athènes donc les Grecs contre les Ottomans, et les Ottomans ont utilisé le Parthénon comme poudrière pour leurs armes à feu, et bien sûr tout a éclaté, il y a eu une étincelle et ça a explosé. Et donc cet artiste Jacques Carré aurait dessiné enfin les derniers dessins très proches de l'apparence du Parthénon à cette époque-là. Donc c'est des dessins importants. Cependant, ces dessins ont maintenant peut-être été attribués à Arnaud de Vuez, donc le premier artiste probable. Donc voilà, peut-être qu'il y a une histoire là derrière. On sait bien que après notre deuxième épisode là, que les histoires d'attribution c'est très compliqué. mais c'est vrai que cette histoire de la fuite vers Constantinople d'Arnaud de Vuez, avec cette histoire de duel, ça force un petit peu l'attribution si le timing, si les dates coïncident. C'est tentant. En plus, comme tu me le décris, et j'en ai un vague souvenir de la presse, de ce tableau, c'est vrai que je vais peut-être dire une énorme bêtise, mais c'est mon souvenir, donc mon souvenir peut s'être modifié. Mais j'imagine un peu quelque chose comme La Ronde de nuit de Rembrandt. Et c'est vrai que tu dis que c'est un artiste flamand. Je sais pas, j'ai envie d'imaginer des liens. Je sais pas. Je dis peut-être des grosses bêtises, parce que s'il est rattaché à Lebrun, c'est pas du tout ça. Non, non, c'est pas du tout ça. Non, bah en fait, malheureusement, c'est un tableau. Il y a beaucoup de détails très beaux, mais ça fait un peu cartoon, tu sais, ça fait vraiment juste pour la représentation et pour l'information, je pense, plus que la, la, la valeur de la technique, Mais je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est des toiles de très très grand format. Et en plus, c'est un événement politique. Du coup, c'est des choses qui, entre guillemets, auraient été peintes très très rapidement. Et de façon, même si c'est très beau et très détaillé, parce que très rapidement de l'époque, ça veut pas dire que c'est mal fait. Mais du coup, c'est peut-être un petit peu synthétique. oui. Bah, disons que c'est surtout, je trouve que personnellement, je trouve que les visages sont un peu stylisés, alors qu'après, tu sais, ils font vraiment bien le point sur les vêtements. Il y a beaucoup de magnifiques détails sur les vêtements, des réaux, etc. Donc, voilà, c'est une espèce de, il y a un peu une différence entre la finesse des figures et la finesse voilà, de d'autres détails. Il y a un peu un décalage. Il y aurait peut-être plusieurs mains, comme ça se faisait, surtout sur des grands formats, que tu as les C'est vrai. spécialistes du détail, costumes, et ceux du visage qu'auraient peut-être même pas rencontré finalement. Enfin, là, vu que c'est une œuvre qui est destinée à représenter la richesse d'un point de vue politique aux autres pays, c'est vrai que tu vas peut-être mettre plus l'emphase sur tout ce qui renforce cette idée de richesse. Mais c'est un petit peu curieux quand même si cet ambassadeur était très connu, qu'ils aient pas. Est-ce que son visage est reconnaissable ou est-ce que c'est un visage un peu idéalisé, quoi? Ou est-ce que tu penses que ça ressemble à Ouais. quelqu'un qui a vécu? Bah, personnellement, après, peut-être qu'il y a des traits que je remarque pas, mais personnellement, je trouve qu'il
voilà, c'est un peu une tête du XVIIe siècle comme tous les autres, quoi, avec la moustache, et les trucs et ouais, Ouais. Peut-être un petit peu idéalisé aussi comme un héros, tu vois. Peut-être. ouais, oui, c'est ça, ouais, peut-être. Peut-être qu'il a pas, il souhaitait que ça soit pas trop détaillé non plus. Peut-être qu'il était pas beau, hein. Ouais, c'est ça, Ça arrive. exactement, c'est ça. Du coup, Ou vieux. non, non, je pense il était plutôt jeune, à mon avis, pour faire tous ces voyages. Oh, j'imagine que t'étais bon cavalier et que t'étais accroché sur Ouais, les bateaux, etc. C'est ouais, vrai. ouais. Bah, après, on voit que c'est quand même un tableau qui a coûté cher, justement par le fait que tous ces détails soient si beaux et en plus qu'il y a un cheval, voilà. Tous les tableaux d'apparat, quand c'est un tableau équestre, c'est justement le summum de la grandeur. Donc, Tout mm, à fait. Mais c'est peut-être pour ça, comme tu dis, si c'est un portrait d'apparat, en effet, tu mets plus l'emphase. Surtout à cette époque, ça change plutôt au 18e. mhm. Mais là, c'est quoi? C'est 17e, tu m'as dit? Ouais, Fin 17e? Attends, ouais, 17e c'est ça. siècle. Ouais. Bah, ouais, tu mets un peu moins l'emphase sur l'expression du visage, normalement. T'es plus Mm, sur un ouais, ouais, portrait officiel d'apparat où c'est plus la gloire qui doit ressortir plutôt que le réalisme de la personne. mm. Et ça m'intrigue, ils n'ont pas réussi à dater le moment où ça a été masqué avec la matière du mur. Ça doit être quelque chose d'assez. Bah, pour l'instant, on Euh, n'a pas les résultats. Alors, ils ont fait beaucoup de recherches, mais j'y reviens. Alors, dans la première partie de ce qu'on a dit, on a parlé de justement le fait que ça a coûté extrêmement cher. Donc, cette découverte est vraiment un cadeau empoisonné pour Alex Pollen. Donc, tout d'abord parce que il fallait retarder l'ouverture de sa boutique d'un an. Donc, en soi, il aurait pu gagner du temps et enlever la toile et puis continuer ses travaux. Mais il se trouve qu'il décide de mettre en valeur l'œuvre dans sa boutique et se met d'accord avec le propriétaire des lieux pour que l'œuvre reste dans la boutique pendant la période de location qui est prévue pendant 10 ans et en offrant en contrepartie la prise en charge complète de la restauration. Malgré le fait que la toile ne lui revient pas après les 10 ans de location. Donc, alors, il présente ça comme si c'était un grand coup de business, mais c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a quand même un peu partie perdante. Mais bon, en même temps, c'est vrai que ça peut être un coup de marketing assez sympa. Là, tout le monde sait que ce tableau est dans la boutique, donc bon, Oui, on et verra. puis dans un monde où les boutiques de mode sont quand même relativement aseptisées, entre guillemets, ça dépend Mhm, où, mais tu vois, tout est propre, tout est lisse, tout est mhm. neuf. Là, c'est vrai que c'est quand même un potentiel, parce que Ouais. moi j'aime beaucoup cette marque, justement, Mm. et ce que j'aime bien et qui m'attire dans enfin pas cette marque, la marque ne m'intéresse pas, mais le stylisme, c'est Ouais. qu'il y a vraiment un goût des belles matières Ouais. et de l'inspiration historique, et plus particulièrement des inspirations historiques avec des brocarts tissés, etc. Et du coup, c'est vrai que ça fait un bel écho avec cette toile. On est complètement dans les mêmes époques, entre guillemets, Tout à fait. en termes d'influence. Je me souviens qu'à cette époque, j'avais regardé les collections et que c'était certainement pas un hasard, mais la collection avait encore plus renforcé cette idée, la brocart avec des fils d'or et d'argent tissés. Et je comprends que ça soit. C'était le bon styliste quand même pour tomber là-dessus, je pense. Ouais, ouais, tout à fait. C'était vraiment, je trouve que c'est justement c'est quelque chose de vraiment très feel good de lire cette histoire parce que Ouais. je trouve que ça tombe dans les bonnes mains. Donc vraiment, maintenant il espère que le tableau va être un atout important, même si je pense que personnellement aussi il est content de ce qu'il a fait. Et c'est vrai que, comme on disait, les marques de luxe essaient souvent de trouver des manières de se démarquer de leurs rivales. Et là, c'est sûr que il y a peu de choses Ah bah, voilà, c'est pas possible. il y a peu de choses qui peuvent rivaliser avec le fait d'avoir vraiment un tableau authentique du XVIIe siècle Mm. dans sa boutique. On en vient à la restauration. C'est l'atelier Nouvelle Tendance avec Monsieur Benoît Janson qui va mener le projet. Pour ce qui en est de l'état du tableau, il a été plutôt bien préservé, étant donné il a pas vu la lumière du jour pendant plus d'une centaine d'années, au moins. Et c'est un peu le grand dilemme des conservateurs, parce que est-ce qu'on privilégie la conservation de l'œuvre en mettant le tableau dans un placard à gaz inerte, ou est-ce que on sacrifie la longévité de l'œuvre en exposant l'œuvre
tout le monde puisse en profiter. Voilà, ça c'est un peu, il faut trouver le juste milieu. Et là, pour le coup, il a vraiment été préservé. On était à l'état de la toile. Bien que la toile fût à l'origine tendue sur un châssis, lorsque le marquis résidait à Constantinople, elle a été retrouvée, marouflée sur ce mur d'appartement parisien. Très clairement, le tableau a été enroulé, comme maintes œuvres à l'époque, pendant le trajet entre Constantinople et Paris. C'est vrai que c'est le meilleur moyen de transporter une œuvre, une toile de si grand format. Qui est neuve, précisons une œuvre qui est neuve et récemment peinte, parce qu'une œuvre ancienne, enfin, dis-moi, mais je pense pas que tu puisses la rouler aussi facilement. Non, 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 c'est vrai. C'est vrai que c'était... Ouais, t'as raison de penser ça. Mais en plus... J'y pense pour les gens qui écoutent, parce que ça peut surprendre cette histoire où on roule l'étoile. Et moi-même, j'ai été très surprise la première fois que j'en ai entendu parler, mais autrefois, du temps de la création d'un tableau, tant que l'huile est entre guillemets fraîche dans les premières années, on peut rouler la toile entre guillemets sans problème. Ouais, Plus et ou en moins. plus, voilà, il faut savoir qu'on les roule sur des supports ronds, quoi. Enfin, pardon, en cylindre. C'est un rouleau très large. Voilà, donc on les roule sur un rouleau déjà fait. Et c'était un peu aussi euh, quelque chose qui attirait les artistes à l'utilisation de la toile, justement parce que c'était la facilité de transport. Donc tous ces mécènes qui voyageaient, etc., et qui voulaient emporter leur tableau avec eux, c'était un énorme avantage d'avoir son tableau sur une toile au lieu d'un panneau ou d'une fresque sur un mur. Ah, Voilà. c'est sûr. Donc cette toile a très probablement été enroulée pour le voyage. Et après, on ne sait pas combien de temps. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre deux, entre l'arrivée à Paris et le marouflage. Mais on peut voir en tout cas que le marouflage a été fait de manière experte et il y a très peu d'interventions structurelles, il me semble, lors de la restauration. Et donc la toile est restée bien plane et a une bonne adhésion au support mural. Et donc les restaurateurs ont fortement déconseillé le déplacement du tableau à la découverte de cette œuvre et vraiment ont demandé ils ont conseillé pour le bien-être de l'œuvre qu'elle reste là où elle est. Les restaurateurs aussi ont été assez ouverts sur leur démarche et ça c'est sympa. Donc tu peux voir quelques belles photos qui ont été publiées et même il y a un plus petit clip qui montre un peu le chantier. Et ils ont également fait appel au laboratoire Cara, qui est un laboratoire dédié à l'analyse des œuvres d'art. Et ça, c'est vraiment super. Et puis, après, ils ont en plus analysé des échantillons qu'ils ont pu prélever pour pouvoir analyser la succession des strates de la peinture, les liants, la colle, déterminer la nature des fibres, etc. Ça Donc, permettrait de peut-être de retrouver d'autres tableaux du même artiste. oui, il y a tellement de questions auxquelles répondre quand tu peux tu peux te permettre de faire ce type d'analyse. Donc là, par exemple, est-ce que le tableau a été peint à Constantinople? L'artiste s'est-il approvisionné en pigments et en matériaux locaux? Si oui, comment est-ce que ceci diffère des pigments français utilisés en France à Ouais. l'époque, etc., etc. Et voilà, et puis bien sûr, comme tu dis, est-ce qu'on peut identifier d'autres tableaux similaires de la main de l'artiste? Et en plus, je pense que vu qu'ils ont analysé la colle de marouflage, ils pourraient peut-être avoir un peu d'informations sur quand est-ce que ça a été fait. Mais Ouais, d'accord. ils ont pas précisé pour l'instant. Peut-être qu'ils ont pas encore interprété, hein, ça prend du temps. Ils veulent pas partager, je sais Ça, pas, pour X peut-être raisons. qu'ils vont faire une publication, ça serait super C'est sympa. ça. Ouais. Peut-être pas tout Euh, de suite, c'est pas non, forcément un secret, ça mais. prend du temps. La restauration, en fait, Mm. au bout du compte, a surtout concerné la couche picturale et le vernis, parce que l'œuvre avait déjà connu quelques campagnes, pardon, Quelle coquine, celle-là. Ouais. j'arrive plus à parler. Donc, l'œuvre avait connu plusieurs campagnes de restauration auparavant, et c'est sûr que voilà, c'est pas anodin quand une toile peinte a été enroulée et transportée à l'autre bout du monde avec des moyens du transport du XVIIe siècle. Et donc, ils ont effectué un dévernissage, masticage des lacunes et retouche essentiellement.
aujourd'hui, le tableau est exposé dans la boutique au second étage. Bien sûr, la boutique est équipée de dispositifs de sécurité bien plus poussés que pour une boutique habituelle. Et les vitres ont un film anti-UV. Le tableau est bien choyé, voilà. En même temps, pour décrocher, voler et décrocher le mur, la Ouais, peinture du mur, c'est compliqué. oui, oui, c'est sûr, mais bah, il y a des vandales aussi, hein. C'est ça, exactement. Ouais. Il faut savoir que la visite est ouverte à tout le monde. Ce n'est absolument pas réservé seulement à ceux qui peuvent s'offrir une robe à 20 000 euros. C'est Super. gratuit d'entrée et jeter un coup d'œil. Et d'ailleurs, je pense que dans tous les magasins de luxe, vraiment, c'est important de juste rentrer, même si tu n'achètes rien. Et c'est juste des beaux objets que tu peux voir comme ça. Et c'est quand même des petites œuvres d'art aussi. Voilà. En tout cas, comme j'avais dit auparavant, leur contrat de location est prévu pour une période de 10 ans. Donc, si vous êtes dans le coin un jour, si vous êtes passé par le Grand Palais ou si vous êtes en train de faire des boutiques sur les champs, n'hésitez pas à faire voilà une petite boucle et aller voir ça. Ouais. Voilà. Même moi, j'y suis jamais allée, il faudrait. Toi non Mm. plus? Non, Bah écoute, on fera ça la prochaine fois que tu reviens à Paris. oui. Ouais. Et le propriétaire, il veut en faire quoi, juste? Le propriétaire, il ne mentionne pas son nom. Je pense D'accord. qu'il souhaite rester vraiment anonyme. Euh, Hmm. On se et demande ce que ça va devenir après, C'est quel ça. statut Au pour bout ce de 10 ans, on ne sait pas ce qu'il va. Après, je pense qu'il a eu tellement de presse qu'il pourrait pas être trop libre de. Ouais. Ouais. Et puis c'est une boutique sur rue, j'imagine qu'il y a une grande vitrine en plus, ça doit pas vraiment être caché, non? Bah, c'est au deuxième étage quand même, donc il faut quand même Ah rentrer d'accord, pour voir. Ouais, il ouais. faut monter. Mm. D'accord, c'est un peu protégé. C'était un peu ma question, et c'est-à-dire que est-ce que les gens peuvent toucher? Est-ce qu'il y a des barrières de sécurité? Qu'est-ce qu'ils ont prévu? C'est en hauteur un peu ou c'est au sol? Non, c'est au sol. Enfin, Ah c'est ouais, d'accord. sur le mur On peut entier. toucher. Ouais. Mais d'accord, donc il y a pas quand même, il y a des dispositifs de préservation, c'est-à-dire par rapport à la Mm. lumière, à la sécurité, etc. Mhm. Mais au quotidien, il n'y a pas vraiment de distanciation des visiteurs. Mais voilà, il est à l'étage avec les robes de mariée, donc de toute façon, c'est bien surveillé. Oui, ça doit être. Tu sais, ça doit être l'espace. Si c'est les robes de mariée, c'est souvent un espace quand même un peu plus privé Mm. où tout le monde peut y aller, mais tu y vas un petit peu une par une, Mm. je crois, Ouais, ou un par un. Pour, je sais, non, c'est que des femmes ouais, sur de la renta, mais tu y vas qu'une par une pour avoir un petit peu de privauté, ouais. comment on dit, Bah, c'est un d'intimité. moment, voilà, il y a plein de gens qui aiment venir avec sa famille, voilà, mais enfin, vraiment en comité un peu restreint, quoi. Et puis c'est le grand moment, donc c'est pas fou, il y a pas foule, c'est pas comme dans un C'est pas Zara. le premier jour des soldes, Voilà. voilà. Non, c'est ça. D'accord, Ouais. très bien. Mm. Cool. De toute façon, c'est le genre de boutique où les robes valent autant que le tableau, en fait. Donc, à mon Ouais. avis, les vendeuses, elles ont les yeux partout Mm. pour que personne ne mette ses doigts sales sur les robes blanches ou Ouais. le tableau, tu Oui. vois, à mon avis. Ouais. Ouais. Ouais, Bon, ouais. bah, j'espère qu'il va y avoir un beau futur pour cette toile, en tout cas. Et du coup, j'avais parlé un peu du fait que le directeur général d'Oscar de la Renta s'est fait un peu. Enfin, moi, je trouve que voilà, il a eu un peu la partie un peu plus compliquée que le propriétaire, qui lui se fait restaurer gratuitement ce tableau et à qui, enfin, appartient le tableau en fait. Mais du coup, à qui appartient ta carte Parce que on peut pas savoir. À moi, ma Oui, carte. ta carte, la carte Bien sûr. que tu as mentionnée. Oui, oui. Eh bien, alors j'étais tombée sur un autre article dans un autre objet, mais qui m'a donné déjà des clés sur. Alors, j'ai pas creusé les textes de loi anglais, mais en tout cas en Angleterre, puisque maintenant l'Écosse est anglaise. Oui. euh, En Angleterre, si tu trouves quelque chose comme un trésor dans un bien mobilier ou immobilier, eh bien, il faut trouver le propriétaire. Et s'il n'y a pas de propriétaire qui se met en avant, qui est trouvé, le trésor appartient à la couronne d'Angleterre. Ah Et ouais. le trouveur a le droit à une petite récompense. C'est très vieux système, tu vois. Ouais. Comme autrefois, ça fait très royal. Merci pour vos services rendus à la couronne. Et on Voilà. leur jette un sac d'or, tu vois. Voilà. Et, donc voilà, ça c'est plus ou moins ce que j'ai compris donc du système anglais. Mhm. Et ah oui, et les musées peuvent racheter à la couronne l'objet trouvé.
Il fait pas D'accord. partie, entre guillemets, définitivement de la couronne. Il appartient à la couronne, mais les musées ont un droit, si j'ai bien compris, de revendication, d'achat. Ouais. Voilà. C'est pas définitif, quoi. C'est pas comme si tu demandais à acheter la couronne de la reine d'Angleterre, si tu veux. Non. Et dans le cas de cette carte, du coup, ce qui s'est passé, j'imagine que finalement, l'électricien qui a récupéré la carte et les ouvriers, quelque part, c'est pas un vol parce qu'ils étaient pas mal intentionnés et que c'était des gravats qui allaient à la Oui. poubelle, mais que en fait, finalement, c'est un petit peu compliqué pour le propriétaire de la maison parce que il a dû s'en mordre les doigts. Quand tu dis aux ouvriers, bah oui, vous nettoyez la maison, ils nettoient la maison et tu vas jamais dire à tes ouvriers de bien stocker tous les déchets pour que tu puisses inspecter un à un chaque fragment de cailloux. Et donc, forcément, j'imagine que le propriétaire est un peu déçu, mais qu'en fait, la carte qui était sur sa propriété, en quelque sorte, c'est délicat, à mon avis, il y a une frontière très délicate de savoir si c'était sa propriété, sachant qu'il ne savait pas qu'elle était là. Donc, très étrange. Et je suppose que si jamais il avait trouvé lui-même la carte, il n'aurait pas eu d'obligation à la remettre à la couronne comme trésor national, puisqu'elle est dans une maison, donc je suppose. Et je pense que c'est un peu comme en France, je crois qu'à partir d'une certaine année, les biens, genre par exemple pour les biens antiques, ils sont considérés comme propriété nationale. Donc typiquement, les gens qui font des fouilles avec des détecteurs de métaux, quand tu trouves quelque chose qui date d'avant une certaine époque, t'es pas censé le garder, sinon c'est du vol contre l'État. Mais là, j'imagine que je sais pas trop par rapport aux dates, ce que dit la loi anglaise, mais j'imagine que dans une maison comme ça, c'est pas considéré trésor archéologique et ça aurait appartenu au propriétaire. Sauf que là, 28 ans plus tard, c'est remis à la Bibliothèque nationale en tant que cadeau. Il n'y a pas d'histoire de vol, ou tu vois, c'est un cadeau, donc ça appartient à la Bibliothèque nationale. C'est vrai que c'est tellement flou, 28 ans pendant lesquels la carte a voyagé entre de main en main. C'est pas comme ce tableau qui vraiment est fixé au mur dans d'un domaine privé. C'est vrai que s'ils décident de poursuivre en justice, ce serait très compliqué, je pense, de s'en sortir. À mon avis, ce serait pas possible, de toute façon. Il y a prescription. En fait, quand bien même ce serait des voleurs, il y aurait prescription. Mais en l'occurrence, c'était pas du tout du vol, puisque c'était un déchet. Il n'y a aucune obligation de dire le. Non, mais. Il y en a qui pourraient garder pour eux en se disant, oulala, je vais pas le dire, et ça doit arriver très souvent. Je vais pas le dire parce que c'est cool, j'ai envie de le garder pour moi. Mais là, comme la trouvaille s'est faite, c'était vraiment pas une tentative de garder ça pour eux, puisque même l'électricien dit qu'il pouvait pas s'en occuper, en fait, et qu'il l'a donné à un autre ouvrier, tu vois, parce qu'il savait pas quoi en faire. Il savait que c'était pas nul, et finalement, il l'a gardé en se disant, ça va être utile à quelqu'un, mais pas en se disant, ça va être utile à l'histoire de l'Écosse, à un monument national. Plutôt, ça fera peut-être plaisir à quelqu'un qui aime les cartes, donc je le garde, tu vois. Voilà, mais il y a aucune malveillance. Non, ils se sont jamais doutés qu'ils étaient assis sur quelque chose de vraiment. Oui, ça aurait pu être un bout de vieux papier journaux des années 50. Pas que les papiers des journaux des années 50 soient pas intéressants, mais dans cet état, oui, c'est sûr que tu te poses pas la question de savoir si c'est précieux. Voilà. C'est bon pour notre 3e épisode. On a encore beaucoup parlé. Oui. Merci Perrine Merci, pour cet épisode. Et on se retrouve au 4e épisode. On n'a pas encore le thème, on a des idées, mais restez dans le coin, ça sera pour bientôt. Salut. Bye. Merci à Lucie Florentin pour la composition de la musique d'introduction du podcast Art à cœur. Vous trouverez tous les liens utiles en description de la vidéo.